et de Grandon. On a créé une énergie, on a acheté un terrain clé qui manquait tout près du matrimonial. Donc ça, on a pu faire en juin, après juste 10 mois d'une action d'unité. Et de plus en plus, ça grandit avec vraiment beaucoup de joie. Notre idée, avec tous les autres centres d'Auroville International et tous les amis de partout dans le monde, c'est d'acheter un cadeau pour les 50 ans d'Auroville en 2018, les 50 ans, et le cadeau sera un cadeau des terres. Alors, et aussi, je signale juste une chose, que le montant d'un don ne compte pas. Tout le monde est remercié de la même manière, parce qu'on voit ça comme une action d'énergie, de créer un toile de protection pour Auroville et pour pouvoir manifester ce que la mère avait prévu. Mais c'est vrai que les conditions de spéculation, etc., sont des grands enjeux. Et donc, mais on a montré qu'avec un peu d'effort, on pouvait bouger quelques montagnes. Donc, merci à tout le monde. Merci, Mandakini. Donc, maintenant, Viva va venir. Donc, ce qui va suivre, c'est une série de photos de Sri Aurobindo qui retrace biographiquement sa vie et les étapes de sa vie. Sri Aurobindo est né à Rabinda Ghosh à Calcutta le 15 août 1872. Bien que né en Inde, il assimile à travers son éducation et son expérience l'Occident et l'Orient dans son être. À l'âge de 7 ans, il est envoyé par son père en Angleterre avec ses frères pour vivre avec un pasteur anglican et son épouse. Son père voulait qu'il n'ait pas de contact avec l'Inde et l'Orient. Il a fait ses études à Londres et à Cambridge et obtient des prix en latin et en grec. Il est rentré en Inde à l'âge de 21 ans pour être engagé par le Maharaja de l'État de Baroda, État princier, comme secrétaire personnel. Il est également professeur et vice-recteur de l'Université de Baroda. Il commence ses activités politiques ainsi que son apprentissage du sanskrit et des langues indiennes modernes. Et il se lance dans les activités politiques en se joignant à une société secrète révolutionnaire. Il commence la pratique du yoga à des fins pragmatiques, gagner le pouvoir pour aider à libérer l'Inde du joug britannique. Il vit alors ses premières expériences spirituelles, notamment la réalisation du mental silencieux. Il devient un chef du mouvement pour l'indépendance et fut le premier à déclarer ouvertement ce but. Il fonde un journal nationaliste, Vande Mataram. Ses activités l'amènent à être arrêté pour conspiration. Incarcéré en cellule solitaire, il approfondit des expériences spirituelles, comme l'expérience de Krishna. Au tribunal, les avocats des différents partis ainsi que le juge avaient été des camarades à Cambridge. Acquitté, il n'était pas à l'abri. Les Anglais le considèrent comme l'homme le plus dangereux d'Inde. Avec un de ses frères et des jeunes co-révolutionnaires comme Nolini Kanta Gupta, il fuit en bateau pour l'enclave française de Pondichéry. Un jour, la police française, incitée par les Anglais, vient à la recherche des tracts politiques. Elle trouve de la poésie écrite en grec classique. Ayant reçu la vision certaine de l'indépendance, il renonce à la politique et se penche sur le rôle futur de l'Inde. Il commence à attirer visites et louanges comme celle de Rabindranath Tagore. Paul Richard, qui se présente alors comme député de Pondichéry, le rencontre. Il écrit à l'époque qu'Aurobindo était destiné à devenir le gourou de l'Asie
l'enseignant du monde. Rentré en France, Richard encourage son épouse Michal Fassa à revenir en Inde pour rencontrer Aurobindo Ghosh. Elle était déjà une adepte de yoga et de mysticisme, devenue leader du cercle Mouvement Cosmique, ayant fait des études à Temklen avec le kabbaliste Max Théon. Elle rencontre Sri Aurobindo pour la première fois à Pondichéry quand il descend cet escalier et elle le reconnaît. Ils avaient prévu que les trois, simultanément, allaient écrire une revue mensuelle pour exposer le yoga, l'évolution spirituelle personnelle et terrestre, ainsi que des explications en termes mentaux des expériences supraconscientes. Mais la Première Guerre mondiale éclate et les Richards ne peuvent partir en Inde. Pourtant, leur ami, l'artiste danois Johannes Hollenberg, s'y rend et fait ses 2 portraits de Sri Aurobindo. À son retour, il écrira un livre sur le yoga pour l'Europe, basé sur ses mois passés avec Sri Aurobindo. C'est Sri Aurobindo seul qui écrit alors ce mensuel du nom d'Arya. Dans ces textes, on trouve les textes republiés et groupés sous les noms de ses œuvres principales. Après avoir passé les années de guerre au Japon, Mira revient en 1920 et reste définitivement en Inde pour collaborer avec Sri Aurobindo pour leur vision commune de la prochaine étape de l'évolution spirituelle. D'autres se joignent à eux, des Indiens ainsi que des Occidentaux, tels que Philippe Barbier de Saint-Hilaire, connu sous le nom de Pavitra, un jeune polytechnicien qui a passé des années avec des lamas en Mongolie. En 1926, le 24 novembre, Sri Aurobindo vit une expérience culminante qui le conforte sur les possibilités du destin humain. Pour se consacrer à l'avancement de ce travail, il se retire et confie la responsabilité des disciples à Mira, celle qu'il commence à appeler la mère de la communauté qui devient son ashram, la maison du maître. Pendant cette période, il écrit plusieurs œuvres sur le yoga, les bases du yoga, Lumière sur le yoga et le petit guide quintessentiel, la mer. Jusqu'à la fin de ses jours, Sri Aurobindo travaille sur l'épopée de Savitri, basée sur une ancienne légende indienne, l'héroïne qui vainc la mort par l'amour. Il utilise la légende comme trame et symbole pour des enseignements spirituels. Le photographe Cartier-Bresson a voyagé en Inde pour photographier 3 grands yogis, dont Sri Aurobindo. C'était les premières et dernières images depuis 1926. Le 5 décembre 1950, Sri Aurobindo se retire de son corps. La mère dit que c'était un acte conscient et volontaire. Le 9 décembre, il est enterré dans un caveau de marbre au centre de la cour de l'ashram qui se nomme son samadhi. 23 ans plus tard, la mère, après des années de mise en œuvre du travail d'accomplissement de Sri Aurobindo, le rejoint. Son œuvre continue à l'ashram. Avec son école, et avec la ville visionnaire d'Auroville fondée par Mère pour la concrétisation de son action.
va continuer avec un temps de lecture. Donc c'est une soirée pour être dans la présence de ces mots. Et donc ce sera une lecture plutôt méditative. Il y aura des extraits que chaque personne qui a choisi ces textes a été touchée par Shobundo de différentes manières. Donc ceux qui le liront, s'ils ont envie, avant de lire, ils vous diront pourquoi ils ont choisi cet extrait-là. Et entre les lectures, il y aura des temps de silence. Donc avant de démarrer les lectures, je vous propose qu'on bouge les chaises pour pouvoir s'asseoir en demi-cercle, en 2 rangs.